dans le vif du sujet avec Anis Moraes. Assemblée des représentants. Exactement, il sera lieu dans les prochaines, surtout qu'il est jeune, et nous allons parler de la jeunesse au sein de la loi électorale. Alors, aujourd'hui, la commission des compromis tente toujours de trancher les questions litigieuses, et puis le vote serait parachevé aujourd'hui, n'est-ce pas, Anis? Tout à fait, donc aujourd'hui on va essayer de parler de la loi électorale qui finalement arrivera au bout du vote. C'était grand temps que ça arrive enfin donc au vote final des dispositions. Hier, la commission de consensus donc a tenu une réunion qui s'est terminée tard le soir. Yed Dahmenia vous en direz plus, voilà, donc à 1h du matin. Et puis, en deuxième lieu, on se focalisera donc sur cette motion de censure qui touche deux des ministres de l'actuel gouvernement Mehdi Jamaa. On va essayer un peu de comprendre la procédure et surtout les motifs qui poussent essentiellement le parti Jumhourien, parce que la présence d'Yed Dahmeni a été choisie pour nous expliquer un peu quelques tendances du parti qui sont un peu qui ont un peu viré par rapport à la logique générale du bloc démocratique. Donc on va essayer de comprendre avec lui les motifs. Voilà, donc ce sont les deux questions qu'on abordera dans cette émission. Voilà, donc, et puisque l'actualité est toujours brûlante, et hier soir, tard, s'est terminée la réunion, est-ce qu'on peut avoir une idée Oui, normalement, sur le contenu? La commission du consensus a terminé ses travaux. Essentiellement, on arrivera à un accord sur les principaux points litigieux, qui étaient le seuil, la question du seuil. Donc cette question a été tranchée. Il n'y aura pas de seuil de 3% pour les futures élections. Par contre, pour le financement, il va y avoir deux paliers. La moitié du financement public sera donnée aux listes avant le démarrage de la campagne électorale. Par contre, la deuxième tranche, la deuxième moitié, ne sera versée aux listes qu'après la proclamation des résultats. Et bien sûr, les listes qui n'obtiennent pas 3% des voix sont sommées de verser aux caisses de l'État la totalité du montant de la subvention publique. Voilà, et puis le parti Jumhouri, vous étiez, vous, contre ce seuil? Oui, on était contre ce seuil parce que nous pensons que ça ne peut aucunement être un moyen de dissuasion par rapport aux listes, disons, fantaisistes, parce qu'il s'agit d'aventuriers qui essayeront dans tous les cas de tenter leur chance, mais par contre, il va avoir un effet pervers sur le résultat et ça pervertit le système de proportionnel au plus fort reste en le transformant en une proportionnelle à la plus forte moyenne, ce qui favorise la création de deux blocs, deux grands partis au détriment des partis moyens et petits. Oui, mais Anis, je voudrais vous poser une question. Est-ce que si on ne fixe pas le seuil, est-ce qu'on ne va pas tomber dans le même, si on peut dire, le même problème qu'aux élections de 2011, c'est-à-dire l'effritement des voix, l'éparpillement des voix, il y aura plusieurs listes et il y aura plusieurs voix qui ne seront pas prises en considération. Parce que c'est une question technique et beaucoup de gens peut-être ne comprennent pas ces spécificités. Donc c'est quoi le seuil finalement? C'est le plafond, le seuil. C'est-à-dire que si par exemple nous avons une circonscription électorale avec 100 000 voix qui ont été donc comptabilisées, et bien avec les 3% du seuil qui a été prévu et qui a été donc ôté par la suite dans la commission de consensus, chaque liste électorale ou parti devrait avoir au minimum 3 000 voix sur les 100 000 comptabilisés, pour qu'ils soient pris en compte dans la comptabilisation et l'octroi des sièges. Donc, s'il obtient 2999, donc il ne sera pas considéré. Imaginons que nous ayons dans cette circonscription 100 000 voix et que nous avons par exemple 20 listes électorales entre partis et listes électorales. Donc, imaginons que chaque parti et chaque liste de ces vingtaines-là ont 2500. Donc, finalement, on aura 50 000. Tout à fait. Ces 50 000-là ne seront pas comptabilisés. Et donc, les 50 000 qui restent seront eux qui favoriseront donc l'octroi de ces sièges-là.
Je pense que Walid Sfar n'a pas la même conception donc de l'abandon du seuil. Je pense que vous, chez FR, vous avez milité pour avoir ce seuil-là. Donc vous êtes contraire, donc en opposition avec ce que dit Yed Dahmeni et le Parti Jumhouri. Oui, parfaitement. En fait, il faut d'abord penser, quand on parle d'une loi, quelle que soit la loi, il faut d'abord avoir une philosophie pour cette loi, une sorte d'esprit de loi, et s'y tenir pour résoudre ce genre de conflit. Cette loi électorale, nous avons choisi en Tunisie d'avoir un système représentatif, oui, ce qui est très bien, mais ce système représentatif doit garantir également un minimum de stabilité, chose que lors de l'élection du 23 octobre, on n'avait pas d'une manière vraiment évidente. Et ce qui se passe aujourd'hui, parce que quand on parle de stabilité, on ne parle pas que de stabilité gouvernementale, on parle aussi de stabilité de l'opposition. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans le bloc démocratique est emblématique de ce manque de stabilité de ce qui est sorti. Vous parlez de l'effritement du bloc démocratique. Exactement. Oui. Donc, nous, d'abord, on s'est mis comme objectif d'avoir une loi qui, en même temps, peut allier deux concepts qui peuvent être antagonistes. C'est avoir une loi représentative, mais avec un minimum de stabilité. D'accord. Donc, et pour ça, nous avons pensé au seuil, nous avons pensé au financement, au remboursement des frais au lieu d'avoir des avances de financement public, je veux bien. Et tout ça pour avoir des candidatures sérieuses, pas plus de candidatures fantaisistes comme on a vu le 23 octobre. Et malheureusement aujourd'hui, l'acheminement des choses aura que nous aurons dans des circonscriptions électorales 80 listes et 90 listes, et on verra les gens qui ne pourront pas comprendre. L'aberration, c'est que actuellement, nous allons avec donc le fait de supprimer le seuil, on risque de se retrouver avec des voix qui ne vont pas être représentées à l'ANC, comme c'est le cas actuellement, Rafef. C'est-à-dire, actuellement, nous avons le tiers de ceux qui ont voté qui ne sont pas représentés, à cause justement des 1680 listes électorales indépendantes et les centaines de partis. Et bien sûr, je rejoins tout à fait ce que dit Walid Sfar par rapport au fait aux candidatures non sérieuses. C'est-à-dire ces candidatures-là risquent, on va dire finalement, écoutez, je vais ramener ma femme, je vais ramener le voisin, l'épicier, et là je vais faire une pour... Écoutez, il y a une liste 23 octobre à Benarous. Benarous, c'est une circonscription où il y a 10 sièges. Donc une liste, théoriquement, il y a 10 personnes sur cette liste. Elle a recueilli 2 voix. Donc même les gens qui étaient sur la liste ne sont pas allés voter pour eux-mêmes. Donc pour comprendre. Ceci est aussi un argument pour dire qu'il n'y a pas eu un impact aussi important. Si une liste obtient 2 voix, ça ne change quasiment pas le résultat. C'est tellement... Oui, mais si vous avez donc 500 listes... S'il y a 500 listes à 2 voix, ça fait 1000 voix. Oui, on parle de 2. C'est pas une question de masse de voix. Parce que réellement, il faut dire que, par exemple, moi j'étais sur la liste de Tunis 2, quand on comptabilise les voix qui ont servi à donner des sièges, c'était exactement 75% des voix. Donc il y avait 25% de voix qui n'ont pas eu de siège. Et même avec le seuil, on sera exactement, pratiquement dans les mêmes proportions. Mais le plus gros problème, c'était qu'on avait 89 listes. C'est ça en fait le problème, la chose qu'il fallait rationaliser pour les prochaines élections. Nous ne disons pas que ce mode électoral représentatif est mauvais, nous disons qu'il faut l'optimiser. Et c'est pour ça que nous tenons au seuil, que nous tenons au remboursement de financement public, les choses qui sont motivantes pour des fantaisistes ou des aventuriers pour aller se présenter aux élections. Yed Dahmeni, est-ce que vous avez eu le même réflexe lors du scrutin du 23 octobre en 2011 ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez... c'est une question de principe. Nous sortons d'une dictature qui a duré tant d'années et qu'aujourd'hui, le paysage politique a besoin de temps pour se stabiliser et ça se fera d'une façon naturelle et ça n'a pas besoin de le faire par la loi, parce que le rôle de la loi n'est pas de dessiner les contours du paysage politique. Il y a une sélection naturelle qui se fera avec le temps, et ce n'est pas le rôle du législateur de définir
les choses à l'avance. Deux, la règle démocratique fait qu'on ne change jamais les règles du jeu la veille des élections. Aujourd'hui, nous sommes, ce qui est une aberration démocratique, nous sommes en train de faire une loi électorale la veille des élections avec les sondages, avec tout, et ça peut donner l'image de gens qui sont en train de faire une loi électorale sur mesure. Ça peut donner l'image de gens, allez, une fois passés à l'Assemblée, ils ont changé la loi pour éviter qu'il y ait d'autres concurrents, des petits partis ou des listes indépendantes, etc. Et ça, c'est très mauvais pour la démocratie. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le Parti Jumhuri a peur de ce seuil de 3%? Peut-être que vous n'allez pas arriver à avoir ce seuil-là, surtout que dans les sondages, absolument pas, parce que les partis qui défendent le seuil ne sont pas mieux placés que nous dans les sondages. Et il y a une simulation faite par Marsad montre que après Nava, on est le deuxième parti qui, si on avait appliqué le seuil de 3%, perdra le moins de sièges. Donc, tu sais, parce que c'est important de dire qu'il y a eu une application faite par le site de Basra qui fait une simulation. Si on avait appliqué le seuil de 3% sur les élections du 23 octobre, ça donnerait quoi? Eh bien, si on avait appliqué le seuil de 3% sur les élections du 23 octobre, ça aurait donné 15 sièges de plus. Oui, mais la situation de le Jumhuri, le PDP, voilà, donc l'ex-PDP, actuellement le Jumhuri, le 23 octobre 2011, n'est pas la même actuellement. Là, vous n'êtes plus en odeur de sainteté avec la majorité, je dirais, des partis du bloc démocratique, vous êtes sorti de l'Union pour la Tunisie, parfois dans certains sondages. Je pense que ça ne fait que nous renforcer, parce que ces conflits-là sont sur des bases politiques claires, sur les questions de démocratie et de questions de principe. Et donc, nous pensons... Mais est-ce que vous arrivez à rallier des gens? Là, il y a eu pas mal de défections, de démissions. Je peux vous dire que tous les jours, il y a des adhésions dans les sections du Parti Jumhuri. Et aujourd'hui, vous savez, les critiques que tout le monde fait sur les sondages, pas que nous, et nous n'avons aucunement peur de ce seuil-là, mais la question, c'est que aujourd'hui, si on avait mis le seuil avec 5, 6, 7%, parfois on ne peut pas avoir le siège, parce que avec le système du seuil, ça peut revenir au premier ou deuxième parti, avec ce système de plus forte moyenne pervertie. D'accord. Oui, toujours avec la loi électorale, Nice, un autre sujet qui fait toujours débat, c'est la parité, n'est-ce pas? Et le principe de la parité horizontale fait encore polémique. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ce principe de parité horizontale, Nice? Au fait, la question de la parité horizontale, d'abord il y a une mention dans la constitution tunisienne, c'est l'article 46 qui dit que l'État œuvre à réaliser la parité entre la femme et l'homme dans les assemblées élues. D'accord. C'est-à-dire que pour toutes les assemblées élues, il faudrait qu'il y ait, par contre là, il y a le terme œuvrer, donc le verbe œuvrer, c'est-à-dire que ce n'est pas une obligation de résultat, c'est une obligation de moyens. Alors, on a essayé, quelques groupes, je dirais, féministes, a essayé d'appuyer cette parité verticale. La parité verticale existe depuis le scrutin donc, du 23 octobre. Cela signifie quoi? Cela signifie que sur chaque liste, il y a donc homme, femme, voilà, simultanément. Voilà. On s'est dit, pourquoi pas ne pas faire aussi, pour consacrer cet article 46 de la Constitution, pourquoi ne pas faire donc une parité horizontale sur les têtes de liste? D'accord. C'est-à-dire, dans chaque liste-là, il y a une femme qui chapeaute, dans l'autre, il y a un homme qui chapeaute, dans l'autre, il y a... De telle façon que dans toutes les listes, il y aura 50 hommes, 50 de sexe masculin qui seront les leaders de cette liste-là, et 50% donc qui seront les leaders qui sont des femmes. Voilà. Là, l'Assemblée vient de trancher, la commission de consensus, nous n'aurons pas les 50% en termes de parité horizontale, mais uniquement 30%, ce qui n'est pas mal. Bon, on va entendre les féministes donc monter au créneau pour dénoncer encore ce manque de parité, mais je pense que 30% n'est pas mal pour... Voilà, il y a autre chose aussi, donc il y a c'est la présence, et nous sommes en face de deux jeunes qui peut-être marqueront les prochaines étapes en termes politiques, parce qu'ils sont jeunes. La question de la jeunesse, qu'est-ce que vous avez prévu dans la commission de consensus pour représenter justement les jeunes? Alors il y a deux propositions qui passeront au vote.
l'une stipule que chaque liste doit obligatoirement avoir un jeune parmi les 3 premiers sur la liste, et l'autre parle d'un jeune sur les 4 premiers. De moins de 30 ans et de moins de 35 ans. De moins de 30 ans et de moins de 35 ans. Et donc, forcément, il va y avoir une représentation des jeunes sur les premières parties des listes, si on peut dire ça. Et pour les femmes, je pense que peut-être c'est insuffisant, que ça aurait été mieux de faire une parité totale, mais aujourd'hui, le consensus le plus large qu'on est arrivé à trouver, c'est de faire cette parité à 30%, mais ça ne va pas nous empêcher aujourd'hui, lors de la séance plénière, de défendre la position pour une parité totale et de voter pour cette proposition. Si ça ne passe pas, bien sûr, on s'alignera sur le consensus. En termes de parité, Walid Sfar, nous avons défendu les 50%, horizontales et verticales, et dans tous les sens, on veut de la parité. donc voilà. En fait, pour parler, il y a aussi d'autres sujets dans la loi électorale qui restent problématiques. De voir les votes du personnel de l'armée et de la sécurité. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons 2 catégories en fin de compte de citoyens. Des citoyens qui ont ce droit de vote et d'autres qui n'ont pas. En confond neutralité et citoyenneté en fin de compte, et donc nous continuerons à défendre ça. Je ne sais pas si la commission de consensus peut-être qui est avec nous, qui était dans la réunion. Non, mais la question n'a pas été abordée. La question a été tranchée dès le début. Et il n'y a pas eu une possibilité de donc retour. nous maintenons nos positions par rapport à ça. C'est peut-être consensuel. C'est une loi antidémocratique. Carrément. Oui, carrément, parce qu'elle crée 2 catégories de citoyens. Il parle de la disposition, pas de toute la loi. Oui, il parle de cette disposition-là. Donc il y a ça. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes en Est-ce qu'elle serait contraire à la Constitution, selon vous? Oui. Parfaitement, et je pense que c'est un article qui ne passera pas par l'instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi. Personnellement, je pense qu'on gagnerait beaucoup à éviter d'avoir ce genre de disposition dans une loi qui pourrait après mettre plus dans... Même avec les défis sécuritaires que nous connaissons actuellement? Oui, mais ça n'a absolument rien à voir. Aujourd'hui, nous avons des ministres indépendants et neutres, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu conscience qu'ils n'iront pas voter lors du prochain scrutin. Donc, il ne faut pas confondre le travail qu'ils font en toute neutralité et leur devoir même et droit de citoyen. N'est-il pas précoce, selon vous, que nous ayons dans cette consideration-là? Vous savez, on nous a toujours dit que la démocratie, que la Tunisie n'était pas prête pour la démocratie et que c'est pour ça qu'on avait des dictateurs et c'était des arguments pour essayer de... Et franchement... Donc c'est à qui tout double, selon vous? Non, c'est même pas qui tout double. Il n'y a pas cette histoire de prêt ou pas prêt à la démocratie. Les Tunisiens, dans leur plus grande majorité, veulent la démocratie. Nous sommes dans une démocratie qui est en train de se construire. Nous sommes en train d'apprendre cette démocratie. C'est un effort qu'il faut qu'on le fait tous. Et c'est dans ce sens que nous voulons simplifier aussi la lecture du paysage politique. Par exemple, comme notre proposition, la proposition d'Effertounes de l'apparentement, qui, elle, servirait, en fait, l'apparentement pour faire très rapidement. L'accompagnement. Non, l'apparentement, c'est permettre à des listes de réunir leur reste, s'ils le désirent, lors de l'octroi des sièges. Donc, ça limiterait un peu la perte de voix dont vous avez parlé tout à l'heure. Ça permet aussi de clarifier un peu le paysage politique pour les gens. Ça simplifie la lecture, en fait, du paysage politique. Surtout qu'on est dans cette phase de construction de la démocratie, ça peut aider beaucoup à reconstruire cette confiance qui devrait exister entre politiques et citoyens, que malheureusement aujourd'hui a subi des coups à cause justement de gens qui sont allés vers des alliances qui sont contre nature, qui ont annoncé exactement le contraire de ce qu'ils allaient faire après les élections. Donc en fait, nous voulons aujourd'hui, donc pour cette loi, nous voulons préserver l'ambiance de consensus qui a régné dans l'Assemblée constituante
lors de l'adoption de la Constitution. Parce que la loi électorale, c'est la loi la plus importante, à mon sens, après la Constitution, pour justement construire ce paysage politique. Et donc, en essayant de préserver ce consensus, donc c'est pour pouvoir passer par la suite sur les sujets de fond. Et pour moi, j'espère que la prochaine fois que vous allez m'inviter, vous m'inviterez pas pour des sujets techniques, même si ça a beaucoup d'implications politiques, mais j'aimerais beaucoup parler plus de problèmes des Tunisiens, du problème du chômage, de l'éducation, de ce genre de sujets qui sont réellement les vraies problématiques que vivent les Tunisiens au jour le jour. Yed Damen, je voudrais revenir à cette question de seuil parce que la question est vraiment... ça chamboule tous les calculs. Ça chamboule tous les calculs. On dit que le seuil implique que les partis politiques, certains partis politiques, disons petits ou moyens, devraient se réunir pour être ensemble, pour arriver à dépasser ce seuil-là. Vous, est-ce que vous êtes en train de faire des négociations pour faire un front électoral, pour faire un front politique Comment vous allez donc aborder, c'est un peu précoce peut-être, mais comment vous allez aborder les prochaines élections? Alors c'est un peu précoce. Nous sommes en discussion avec un certain nombre de partis dont je parlerai, mais ça n'a rien à voir avec le seuil. Parce que, nous n'avons aucunement peur de ce seuil pour l'atteindre. Nous pensons, et nous avons la certitude de le dépasser largement. La question n'est pas là. La question, c'est que c'est pas avec Ce la n'est pas loi. tombé dans l'oreille d'un sourd, cette question de... Non, c'est pas avec la loi qu'on oblige les partis de s'unir. Les partis doivent s'unir sur la base d'un programme, sur la base d'une vision commune, et c'est pas en disant, allez, la loi vous oblige d'aller ensemble. C'est un peu un mariage forcé qui ne marchera absolument pas. Non, elle n'oblige pas, la loi n'oblige pas, mais c'est stratégique. C'est stratégique. Quand vous faites un front électoral ou politique, c'est stratégique d'aller, de se retrouver avec d'autres partis, d'autres familles politiques. Vous avez lié la question au seuil. Oui. Et donc, si on dit, on met un seuil, ça vous oblige à vous unir. Oui. Mais moi, je préfère s'unir sans le seuil, parce que moi, la question, c'est pas de dépasser le seuil. L'union, ça doit pas être l'épée de Damoclès sur les partis. Ça doit être le programme, la vision et le choix stratégique, et pas la peur de ne pas atteindre le seuil. Parce que ça va faire quoi? Ça va faire des partis qui s'unissent la veille des élections pour dépasser le seuil, et une fois arrivés à l'Assemblée, vont se séparer chacun de son côté, et ça ne marchera absolument pas. Et on va marquer dans le vif du sujet avec Anis Moraï. Et dans le vif du sujet avec Anis Moraï, continue toujours sur les ondes d'RTCI, toujours avec nous, Monsieur Yed Dahmeni, élu à l'Assemblée nationale constituant sur le parti Al-Jomhouri, et Monsieur Walid Sfar, porte-parole du parti Affaires Tounes. Tout à l'heure, on a parlé de la loi électorale, mais avant de passer à notre second sujet pour aujourd'hui, je voudrais poser une dernière question que, on ne va pas dire tout le monde, mais plusieurs personnes se posent. Est-ce qu'on va avoir des élections avant la fin 2014 ? Alors, pour nous, au Parti Jomhouri, nous pensons que c'est obligatoire, que ce n'est même pas un choix, parce que, il s'agit d'une question constitutionnelle. Si on ne fait pas les élections avant fin 2014, nous serons en transgression de la Constitution. Et ça pourrait remettre en cause dans toutes les... Voilà, ça peut remettre en cause tout le processus démocratique. Et de deux, nous pensons que la situation économique de la Tunisie ne peut plus supporter cette longue période de transition, cette longue période de manque de visibilité. Et aujourd'hui, le point faible de la transition démocratique en Tunisie, c'est l'économie. Et pour sauver l'économie, pour relancer l'investissement, que ce soit intérieur ou international, il faut réaliser des élections le plus rapidement possible. Chaque jour qu'on perd en retardant les élections, c'est un jour qu'on perd sur l'investissement et sur
redémarrage de l'économie. Vous êtes en train de sous-entendre aussi qu'il ne faille plus aller avec ce gouvernement donc, de transition démocratique et qu'il faille donc retrouver un gouvernement issu d'élections, je dirais, libres et transparentes. Mais ce n'est pas contre le gouvernement, parce que même après les élections, il peut y avoir un consensus entre le parti pour garder ce gouvernement-là. Mais ce sera dans une situation institutionnelle stable qui incitera les investissements. Justement, en arrivant donc à parler du gouvernement Jamab, il est en train de subir donc une motion de censure qui sont destinées contre deux de ses, je dirais, ministres. C'est la ministre du Tourisme, Rafef, Amel Kaboul, et puis le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité nationale. Et là, nous avons d'abord, pour mettre juste la question dans son... voilà, vous allez nous rappeler les faits un peu, Anissa. En fait, la motion de censure, je suis en train de remarquer, de voir aussi, de lire un peu partout, comme si c'était une tare d'avoir une motion de censure. Non, la motion de censure, c'est une pratique démocratique, puisque l'Assemblée nationale constituante a accordé sa confiance à ce gouvernement-là. C'est tout à fait normal qu'elle demande à ce que le chef du gouvernement, ou plusieurs donc, de ses ministres soient auditionnés, soient interrogés par ceux qui on leur a donné donc cette confiance-là. Finalement, cette motion de censure est dirigée donc contre deux. Oui, pardon Alice, juste une question. Est-ce que cette motion de censure a été signée pour, si on peut dire, auditionner un ministre ou bien pour retirer la confiance? Alors, la motion de censure, c'est un mécanisme qui est fait pour d'abord auditionner, interroger un ministre sur des éléments de gestion de son portefeuille. D'accord. Ensuite, si les élus ne sont pas convaincus, je dirais, des dires, des propos du ministre de la gestion, et bien là, lorsqu'ils vont passer au vote, ils doivent donc demander sa démission. S'ils l'obtiennent, et ça c'est l'amendement de l'article 19 qui a été fait le 26 janvier dernier, donc suite au gouvernement de Mehdi Jamra, à la mise en place du gouvernement de Mehdi Jamra, on devrait récolter 130 élus qui voteraient la démission de ces ministres-là. Voilà. D'accord, voilà. Donc là, on voudrait prendre votre avis. Pourquoi vous avez signé cette motion de censure? Oui, alors, la question de la motion de censure, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Anis sur ce procédé démocratique. Aujourd'hui, nous avons eu au sein de l'Assemblée un document qui est signé par le ministre délégué aux Affaires intérieures, qui stipule qu'il donne autorisation aux touristes israéliens pour entrer sur le territoire tunisien, et ceci en dehors de la période de la Riba, parce que nous respectons le droit au culte de tout le monde, et la question n'est aucunement liée à la Riba comme il y a eu une tentative de le laisser entendre. Attendez, ce que vous êtes en train de dire là est fondamental. Je pense que ça n'a jamais été dit dans les médias. Vous êtes en train de dire que le ministre chargé, Rida Sfar, le ministre chargé donc, de la sécurité nationale, a signé un arrêté demandant à ce que les touristes israéliens rentrent en Tunisie hors la période Riba. C'est ça? Tout à fait. Et donc c'est un texte qui existe. Mais là, est-ce que vous avez le document ou bien... Nous, on a reçu une copie du document. Et sur la base de cette copie-là, nous avons demandé d'auditionner le ministre et d'entamer cette démarche. Est-ce que cet arrêté-là existe encore sur le plan légal? Aujourd'hui, et là, l'information est moins précise. Nous entendons parler qu'il y a eu une procédure de la part de M. Benjedou d'annulation de cet arrêté. Mais on n'a pas entre les mains un document qui prouve ça. Et c'est un document qui a été signé uniquement par Rida Sfar ou avec Amel Kalboul aussi? Non, Rida Sfar. D'accord. Là, on parle que de... Là, vous parlez de Rida Sfar. En ce qui concerne Mme Kalboul, il y a eu des déclarations rapportées en son nom qui disent qu'elle a déclaré que les touristes israéliens, comme tous les autres touristes, sont les bienvenus en Tunisie. Et là, la question qui se pose, c'est une question importante, parce que ça concerne un des fondamentaux de la diplomatie tunisienne depuis l'ère du feu leader Bourguiba. Il a été toujours
une question importante, le soutien de la question palestinienne et la non-normalisation avec l'État d'Israël. Parce qu'il faut rappeler que, aussi là, il faut enlever totalement l'amalgame, il ne s'agit aucunement de question avec les Juifs. Parce que nous considérons le judaïsme comme une religion, comme toutes les autres, et que nos compatriotes tunisiens juifs ou n'importe quel citoyen juif du monde, ça ne nous dérange pas. Notre problème est avec l'État d'Israël, qui est, rappelons-le, un État d'occupation, une force d'occupation qui occupe les territoires palestiniens, et que aujourd'hui, ce qui reste du mouvement de soutien à la question palestinienne, c'est le boycott et la non-normalisation avec cet État de la part des pays arabes. Oui. Là, tout à l'heure, si vous dites que vous avez un document signé par M. Rivas Fall, entre guillemets, on peut comprendre, mais dire que vous basez votre audition du ministre du Tourisme sur des propos rapportés par quelqu'un d'autre, là, excusez-moi. Là, on ne va pas juger, nous, ni Mme Karboul, ni... mais vous avez signé une motion de censure. Non, on peut juger M. Sfar sur ce que vous êtes en train de dire. On n'est pas le tribunal. Alors, non, attendez. Non, l'auditionner. On peut comprendre les motifs de la motion de censure de M. Sfar sur la base de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire un document dont vous disposez. Vous avez une copie de ce document-là. Mais dire que je vais signer, ou j'ai signé une motion de censure contre un ministre pour des déclarations, pour un discours rapporté. Oui, rapporté par des médias. C'est pas rapporté par des gens qui ont dit qu'il a dit ça dans un couloir. Non, je parle de déclarations médiatiques. Et là, ben, les médias, vous connaissez, vous savez aussi que certains médias donc font dans la calomnie. Et c'est pour ça qu'on ne va pas juger une personne en contumace. Il va y avoir un temps de parole donné à M. Sfar et à Mme Karboul pour expliquer ce qu'ils ont dit et ce qu'ils n'ont pas dit, ce qu'ils ont signé, ce qu'ils n'ont pas signé. Bien sûr, il va y avoir des contre-preuves entre les mains des députés qui diront est-ce que ça passe ou ça passe pas. Et aujourd'hui, il faut expliquer que c'est une pratique démocratique qu'un ministre vienne s'expliquer par rapport à ce qu'il dit et par rapport à ce qu'il fait. Et pas seulement par rapport à ce qu'il fait. Walid Sfar, je sais que vous voulez rebondir, mais juste après la pause pub. Tout de suite. العنب في الليالي وسيدي بوسعيد العالي ومقامه العزيز الغالي والضوء اللي في ناظوره على ذمتك يدوروا. De Piaf à Aznavour, succès d'antan, succès du jour. Toutes les chansons d'amour, pour toi, font 45 tours. Big bands clock hands, the whole business world, as well as the penny and the pencil. For you, they are all turning around. عالم يدور من أجلك أريد. Dans le vif du sujet, avec Anis Moraï. Et on reprend avec vous, Walid Sfar. Est-ce que vous êtes d'accord avec Yed Dahmani? Je suis désolé de dire que je pourrais pas être d'accord avec ça parce que, comme vous l'aurez constaté, il y a un manque de sérieux sur cette affaire de motion de censure. Auditionner un ministre, personne n'est au-dessus des lois, personne n'est au-dessus de l'Assemblée, ça personne ne le remet en cause. Mais comme vous l'avez dit, signer une motion de censure pour des déclarations supposées, ça c'est déjà... Et il faut comprendre aussi, même pour l'histoire de Sfal, en fait, les touristes ont toujours entré en Tunisie. Il y avait à l'époque, en fait, une sorte de laissez-passer qui laissait entrer. En fait, nous avons un problème avec l'État israélien et pas avec les citoyens du monde, les touristes du monde. C'est pas ça le problème. Et donc, on est en train de faire. Oui, mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est des gens qui sont toujours entrés. Il n'y a jamais eu de légalisation de cette pratique. Non, il y a une certaine hypocrisie dans le traitement. Je vous explique par rapport à la procédure. La procédure, en fait, parce que beaucoup ignorent cette procédure-là. Comment se fait-il? Lorsque un Israélien se présente avec un passeport israélien sur le sol tunisien,
eh ben, la police des frontières ne tamponne pas son... Exactement. Mais il tamponne la carte d'embarquement, celle qu'on donne dans l'avion pour dire où est-ce que vous allez, où est-ce que vous venez, donc l'identité. On lui donne donc ce cachet-là, on tamponne cette carte-là, et on réquisitionne son passeport donc dans le poste frontalier là où il est rentré. Ensuite, à sa sortie, il doit sortir de ce poste frontalier là et non pas d'un autre. Il récupère sans que la douane tunisienne ne tamponne. Cela signifie quoi? Cela signifie, c'est la même chose d'ailleurs pour un Tunisien qui va en Israël, vous n'allez jamais trouver donc un tampon Mais là, ce que vient de dire Yed Dahmeni, c'était pas en rapport avec la Ghaliba. Absolument Voilà. pas. Le problème, c'est que le papier signé, c'était hors Ghaliba. Ça, c'est la procédure que l'État tunisien a trouvée pour les pèlerins de Ghaliba. Oui, et ça a été fait pour ça avec Ben Ali, avec la Troïka, et actuellement, c'est la même chose. Non, là, c'est l'amalgame. Yed Dahmeni l'a bien expliqué au début, c'était le problème hors la période de Ghaliba. Là, la procédure dont vous parlez, ça concerne les pèlerins de Ghaliba. Moi, je parle des citoyens israéliens qui ont... Là, je vais raconter une petite anecdote. C'est important, le boycott de l'État d'Israël. Je vais donner un exemple. Il y a un écrivain et un militant anti-sioniste né en Israël, qui s'appelle Michel Warshawski, qui est résident en France, et qui est un militant anti-sioniste, qui milite pour le boycott d'Israël. Quand il y a eu l'organisation du Forum social mondial en Tunisie, il a été invité pour parler de son soutien à la cause palestinienne. Et ce brave homme a écrit une lettre aux organisateurs. Il a dit, malheureusement, moi, je suis né en Israël, je n'ai que le passeport israélien. Et je ne vais pas venir parce que je ne veux pas entraver ce boycott des États arabes contre l'État d'Israël. Je ne veux pas être le précédent du monsieur qui vient et qui entre avec son passeport israélien. Qu'en est-il d'un arabe israélien qui possède le passeport israélien? Ça, c'est différent parce qu'ils ont un statut spécial et la Ligue arabe prévoit un statut spécial pour les Arabes de 48, ce qu'on appelle les Arabes de 48, qui ont un statut spécial qui n'a absolument rien à voir parce que ces gens-là subissent l'occupation. Ils ne sont pas... Comment va-t-on distinguer? Est-ce qu'on va distinguer sur la base du nom? Non, ils ont des titres d'identité différents, des titres d'identité. Ce n'est pas le même passeport, vous êtes en train de dire? Non, en plus du passeport, ils ont des justificatifs qu'ils sont des Palestiniens de 48. Ce qui fait que la question du passeport, c'est quand Azmi Bchara vient en Tunisie, n'a absolument rien à voir avec l'arrivée du Sibyline ou de n'importe quel officiel israélien. Mais parce que Azmi Bchara, en plus du passeport israélien, il a un document qui prouve qu'il est palestinien de 48. Et ça change totalement la donne. Donc si j'ai bien compris, c'est un arabe israélien qui arrive. Donc le problème ici, si on réfléchit un peu, il est contre les juifs. Non, ce n'est pas. Non, là, c'est un amalgame. Mais vraiment, il ne s'agit pas de question de juifs. Il s'agit d'occupation. Si vous dites qu'un arabe... Il y a une différence totale entre quelqu'un qui est né en Palestine et dont les territoires ont été occupés, et quelqu'un qui vient occuper les terres des autres. Ça n'a absolument rien à voir des juifs. Et moi, mon parcours de militant des droits de l'homme ne permet à personne de même insinuer que je peux être antisémite. J'ai des amis juifs avec qui nous avons milité ensemble pour la cause palestinienne. La question ici n'a absolument rien à voir avec les juifs. Ce n'est pas une question qui arrive la normalisation avec les Visigoths de la Tunisie. Écoutez, il y a aucune normalisation. Je suis désolé, mais il n'y a aucune normalisation avec l'État d'Israël. Il y a juste une question procédurale. En Tunisie, nous avons un gros problème de procédure. Excuse-moi, je vais te laisser le temps. Je sais que je t'interromps, mais je vais rappeler, peut-être Annie se rappelle, dans les années 80, il y avait un boycott contre un État qui pratique l'apartheid, c'était l'Afrique du Sud, et il n'y avait aucun parti, aucune patrie démocratique qui accueillait des citoyens de l'Afrique du Sud sur ses territoires, parce que cet État pratique l'apartheid. Et aujourd'hui,
le sionisme est une forme du racisme, et aujourd'hui, ce que pratique Israël, c'est un apartheid contre les Israéliens. Par rapport à c'est contre les On n'est pas Palestiniens. contents dedans, nous aussi, Non, parce on qu'il fait faut pas de faire la différence. différence Non, on fait entre pas de des personnes et des États. Par rapport à Amel Kaboul. Juste, je voudrais terminer sur ça par rapport à ça. C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, pour une question procédurale, on est en train de monter toute une histoire qui, c'est pas nouveau ça. Les touristes sont toujours entrés en Tunisie par des procédures, que ce soit pendant la saison de Reliba, que ce soit en dehors. C'est pas vrai qu'il y avait une procédure juste pour la saison de Reliba, mais la tristesse dans tout ça réellement, c'est qu'aujourd'hui, Amel Karboul, et c'est pas que je les défends, mais c'est les ministres. C'est votre droit aussi, puisque vous avez donné donc, votre confiance à ce gouvernement. Oui, bien sûr, mais c'est pas ça le plus important. Mais le plus important, c'est que aujourd'hui, nous avons donné une confiance, disons, critique, parce que on est en train de suivre. Il y a des choses qui nous plaisent, il y a des choses qui nous plaisent moins. Et aujourd'hui, ces deux ministres, c'est les deux ministres les plus performants dans leur domaine. C'est des gens qu'on sent, qui ont envie, qui travaillent. Et aujourd'hui, ce genre d'affaires, c'est une sorte de censure à la compétence et au travail. C'est malheureux que ça tombe en ce moment pour des arguments qui sont très faibles. Non, mais je vais vous dire que c'est pas faible. Parce qu'il y a eu un précédent, excuse-moi, en 2010. On appuie la cause palestinienne en aidant les Palestiniens, en montant ce genre d'histoire et en censurant un ministre tunisien. On va s'arrêter actuellement. Oui, je vais vous dire. Ça n'a rien à voir avec les personnes de Mme Karboul et M. Sfar. Parce qu'il y a eu un président en 2010. Et à l'époque, le PDP, contre la dictature de Ben Ali, a tenu une conférence de presse pour dire que le PDP refuse l'entrée de citoyens israéliens sur le territoire tunisien et que ceci représente une normalisation avec l'État d'Israël. Il ne s'agissait ni de manœuvres pourquoi politiciennes. vous l'avez pas fait du temps de la Troïka? On n'a jamais entendu parler. Parce qu'il n'y avait pas de décision officielle pour officialiser ça. Et donc vous êtes contre la décision officielle et vous n'êtes pas contre le principe, parce que non, on si est j'ai bien contre le compris. principe, mais non, on est contre les deux. Mais la question, c'est que dans la pratique, c'est difficile de prouver. C'est-à-dire, on ne va pas poster quelqu'un à l'aéroport pour vérifier les passeports des gens. Mais par contre, quand on a un ministre qui sort un papier pour dire que de bien accueillir les touristes israéliens, et là, nous, peut-être que ça ne choque pas M. Sfar, mais nous, ça nous choque. Je rappelle l'info du jour, c'est un document selon Iyad Dameni qui circule dans l'Assemblée, que je pense que tous les députés, même les députés de la Mais est-ce que vous avez vérifié la véracité de ce document auprès du ministre de l'Intérieur? Les informations qu'on a, c'est que c'est vérifié, et la venue de M. Sfar, ce sera l'occasion pour le confirmer ou ne pas le confirmer. Pourquoi vous n'avez pas demandé à interroger le ministre de l'Intérieur lui-même après Parce que ce n'est pas M. Majidou qui a signé le document. Non, mais c'est lui. Il s'agit de deux ministres. Vous avez dit que c'est lui qui a donc annulé cette décision-là. C'est une information qui n'est pas encore vérifiée. C'est une information qui a été publiée sur un site d'information en ligne qui est assez crédible, mais on n'a pas eu entre les mains un document qui montre que si ça a été... Intrinsèquement, Iyad Dameni, comment vous jugez les prestations de Amel Karboul et de Rida Sfar? Intrinsèquement. Mis à part de cette considération, je pense que depuis l'arrivée du gouvernement de compétences nationales, la situation sécuritaire, ça s'est amélioré. Pour la question du tourisme, nous n'avons pas encore des données... Le style Karboul vous gêne ou vous appuyez? Non, je vais vous dire, nous ne sommes ni dans la carboulomania, ni dans la sparphobie ou la carboulphobie. Non, absolument pas, parce que je suis donc c'est pour ça que je comprends votre défense. Ça n'a absolument rien à voir. Pour revenir plus sérieusement à la question, non, mais absolument pas, on ne juge pas les gens sur... des choses d'apparence. Vous qui êtes un politique, Iyad Dameni, je cible mieux ma question. Vous qui êtes un politique, est-ce que le style Amel Karboul, parce que Rida Sfar, il travaille dans une certaine, je dirais, discrétion. Voilà, pour la nature de ses fonctions. Mais pour le style Amel Karboul, vous qui êtes un politique et qui savez juger donc ces politiques-là et tout,
est-ce que ce phénomène de la Kalboul-mania pour attirer les touristes, est-ce que vous appuyez? Parce qu'on n'oublie pas, Afef, qu'elle subit, donc, je dirais, des critiques très acerbes sur sa manière même. Certains disent que c'est pas un ministre, c'est un RP. C'est un spécialiste de relations publiques, ce n'est pas le rôle d'un ministre. Certains disent, on est d'accord avec elle parce que tout simplement, c'est le fait d'attirer, elle ne peut pas travailler sur tout, hein. Il y a beaucoup de problèmes au niveau du tourisme tunisien. Il y a une situation, donc, je dirais, estivale, il y a une période estivale qui se profile à l'horizon. On a besoin, et ça peut être un électrochoc, de voir à l'étranger, donc, une ministre qui met la main pour essayer, donc, d'aider son pays. Sur ça, intrinsèquement sur ça. Sur ça, on ne peut qu'apprécier. C'est-à-dire, même c'est une évidence qu'un ministre de tourisme doit être un RP qui doit vendre la destination Tunisie. Elle est revenue à la baisse aussi, la pauvre. Non. Donc, non, sérieusement, sur ce plan-là, nous n'avons pas de critique, on ne l'a jamais critiqué sur cette question-là. Et nous pensons que c'est un peu exagéré de s'attaquer sur... Donc vous avez signé la motion de censure juste sur les propos rapportés. Voilà, c'est ça ce qu'on retient. Sur la question des rapports, des propos concernant les touristes israéliens et concernant M. Sfar sur ce document qui circule à l'Assemblée sur l'autorisation pour les touristes israéliens. Juste par rapport au ministère du Tourisme, il faut savoir que la structure du ministère du Tourisme, elle est faite, il y a 900 salariés à peu près au ministère du Tourisme, dont 800 qui sont à l'ONTT. Donc en fait, il y a le travail d'organisation, le travail de fond, qui est fait au niveau de l'ONTT. En fait, une partie importante du rôle du ministre, c'est justement faire le RP. Et donc, ce poste, il est designé de cette façon. Ceci n'empêche que le ministère est actuellement en train de travailler sur des sujets que personne n'a osé ouvrir avant, comme par exemple le cas pratiquement, il y a plus de 20% des unités hôtelières en Tunisie qui sont fermées. Et ça représente un réservoir foncier important, de gros problèmes au niveau des banques, et c'est pratiquement le seul ministre qui a osé l'ouvrir depuis quelques années. Donc sur ce niveau, sincèrement, c'est une des ministres qui est la plus performante dans ce... où on voit réellement un avancement, où on voit que des décisions sont en train d'être prises. Il y a eu le changement du directeur de l'ONTT, il y a eu ce dossier qui a été ouvert, plus le rôle qu'elle est en train de faire. Donc tout ça pour dire... Et peut-être la réussite de la saison estivale aussi. Donc aujourd'hui, ça me ramène au manque de sérieux en fait de cette motion de censure, c'est que un ministre qui est en train de travailler, qui est en train de fournir tout cet effort, on lui met juste une motion de censure pour faire une sorte de pression sur ce gouvernement, juste parce qu'on a entendu dire par un média dont je ne connais pas la crédibilité, qu'il a dit qu'il y a eu des clarifier. Oui, bon, et on pouvait juste l'appliquer et pas faire une motion de censure aussi. Ce qui est important, Alice, c'est que depuis cette affaire de motion de censure, on n'a pas entendu Madame la Ministre sortir pour dire non, je n'ai pas dit ça, ou on a déformé mes propos, et c'est ce qui nous a réconforté dans cette procédure. Voilà. Donc, finalement, vous pouvez ne pas signer, vous pouvez ne pas voter cette motion de censure. Bien sûr. Si on est convaincu. Notre rendez-vous, notre émission prend fin pour aujourd'hui. Merci messieurs, merci Edmeni et Walid Sfar. Merci Anis. Je voudrais faire une dédicace. Oui. Possible, une dernière une déclaration, on va dire Anis. Une déclaration. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma mère et donc je lui souhaite longue vie, Rabbi Khalia. Voilà. Et joyeux anniversaire. Merci. Bonne journée. On remercie Ayman Tanfouri pour sa collaboration technique. À 9h, le flash de l'actualité vous sera proposé par Mohamed Ali Cheikh. Bonne journée, au revoir. Nous rappelons à nos auditeurs que les propos tenus sur nos ondes expriment les opinions des personnes qui les prononcent et n'engagent en rien RTCI. Dans le vif du sujet, avec Anis Moraï.